Ce film ne s'adresse pas à des juges, il s'adresse aux amis connus et inconnus que notre travail nous donne et qui sont la seule excuse d'être poète, véritable attentat contre la pudeur, puisqu'être poète consiste à confier publiquement ses secrets, mieux, à parler tout haut pendant notre sommeil. C'est pourquoi ce film cherchera ceux qui lisent les chiffres, qui se donnent la peine de lire les chiffres, entreprise à quoi l'esprit répugne, mais que le cœur exécute avec une facilité remarquable. J'ai trop souvent conseillé aux jeunes cinéastes d'employer le 16 mm pour ne pas encourir moi-même le risque. En outre, je trouve que les amateurs se laissent souvent séduire par la technique des professionnels. Étant un professionnel, j'ai voulu faire un film d'amateur, sans m'encombrer d'aucune règle. Un jour, on regrettera trop d'exactitude et les artistes chercheront à provoquer exprès les accidents que nous apporte le hasard. Ce sera la minute difficile. Le contre-type Kodachrome perturbe les couleurs à sa guise et de la manière la plus inattendue. Il crée, en quelque sorte. Il faut l'admettre comme l'interprétation d'un peintre et en admettre les surprises. Nous sommes en face de la machine qui invente. Ce que je montre n'est pas ce que je veux, mais ce que la machine et ce que les bains chimiques veulent. C'est un autre monde dans lequel il est indispensable d'oublier celui qu'on habite. La villa Santos Aspire appartient à Madame Alec Vesveler. Elle domine le cap Santos Aspire, la dernière pointe sur la carte avant celle du cap Ferrat. La villa est construite entre la route qui mène au phare et les rochers qui descendent à pic jusqu'à la mer. On voit en face Antibes, Cannes, Nice et sur la droite, ce Villefranche où j'ai tant vécu. Voici le nouveau phare. Il porte encore ses échafaudages et ressemble à quelque architecture de Piranèse. Comme je séjournais à Santos Aspire l'été de 1950, j'ai eu l'imprudence de décorer un mur. Matisse me dit, quand on décore un mur, on décore les autres. Il avait raison. Picasso a ouvert et fermé toutes les portes. Restait de peindre sur les portes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais les portes donnent dans des chambres. Les chambres ont des murs. Et si les portes sont peintes, les murs ont l'air vides. Tout l'été de 1950, j'ai travaillé sur des échelles. Un vieil ouvrier italien me préparait les poudres qu'on délaye dans le lait cru. Une jeune femme habite Santos Aspire, il ne fallait pas habiller les murs. Il fallait dessiner sur leur peau. C'est pourquoi j'ai traité les fresques linéairement avec le peu de couleur qui rehausse les tatouages. Santos Aspire est une villa tatouée. Le premier tatouage de la grande salle
est au-dessus de la cheminée, elle-même tatouée de feuilles. Il représente le mythe du soleil. À droite et à gauche, vous verrez les prêtres du soleil, les pêcheurs de Villefranche. Le tatouage suivant montre le soleil du soir. Une femme dort sur le sable. Sa tête repose à l'angle de la porte du vestibule. Dans l'ombre, derrière moi, vous apercevez un des graffitis du vestibule. La nuit dans son char. Comme dans Amphitryon, la nuit parle avec Mercure. Rentrons dans la grande salle. J'avais oublié le mythe de la lune. Un pêcheur endormi et une licorne. La salle est dite de la fosse grecque à cause de la fosse grecque qui entoure la baie d'une salle à manger sans tatouage et où se trouve la tapisserie que je vous présenterai plus tard. Nous sommes dans la chambre dite de Diane. Cette chambre montre le mythe d'Actéon. Surpris par Diane et par ses nymphes, Actéon va être changé en cerf. Diane surprise. Voici un oiseau. Voici un autre oiseau. Voici un troisième oiseau. Si on s'éloigne, ces trois oiseaux disparaissent au bénéfice de l'ensemble et forment quelques-uns de ces vides autour desquels s'organisent les lignes signifiantes, car les lignes insignifiantes doivent devenir signifiantes. Elles affectent le style des écussons. Les tatoueurs des ports s'inspirent de catalogues et de cartes postales. J'ai respecté cette tradition, mais je me suis inspiré des baigneuses de Renoir. Au-dessus du lit, un berger assiste à cette scène mythologique avec indifférence. Le soleil nous gêne, il mange les lignes et les couleurs,
je vais essayer de vous les présenter un peu mieux. Une minuscule antichambre précède la chambre que nous venons de visiter. Un véritable labyrinthe de recoins et de couloirs nous oblige à faire les acrobates. À droite du lecteur endormi, on dort beaucoup sur ces murs. L'escalier mène aux chambres du bas. La voûte, qui montre le génie du sommeil, est la seule fresque peinte de la villa. Mon travail de peintre n'y était pas commode. J'oubliais qu'il y avait des marches, je reculais, et je suis plus d'une fois tombé à la renverse. Un des dioscures, à droite. Je n'ai pas pu arriver à prendre celui de gauche, n'ayant aucun recul. Cela vous fera un dormeur de moins. La déformation du bras vient de ce que nous devions filmer, couché, le dos sur les marches. Autre graffiti d'après un modèle de Renoir. Saint-Soupir était, paraît-il, un chasseur. Voici le centaure de l'antique Antipolis sur lequel est monté le saint. Armé de son arc, il lui désigne le gibier et la route. L'étroitesse du couloir nous empêche de filmer le total. On ne peut que le deviner par fragments à travers les portes. Voici le saint à cheval sur le centaure, avec sa coiffure à la Pisanello et son faucon sur le poing. On ouvre une porte que vous connaissez déjà. Voici la chambre des boucs, dite chambre des sages. On y voit les boucs ou sages au-dessus des lits. En face des lits, le chèvre-pied, les licornes et les vagues. J'avais oublié de vous dire que le chèvre-pied tenait à la main la fougasse ou fouasse, le pain traditionnel de Grasse, de Biote et d'Antibes. Depuis la transformation du musée Grimaldi, les marchands d'Antibes l'appellent main de Picasso.
Voici une fougasse avant d'avoir été coupée. Le tatouage de la chambre suivante raconte le mythe de Narcisse. La chambre est dite chambre d'écho. Les moustiquaires sont hélas indispensables. Dans cette chambre, on voit Narcisse et plusieurs figures de la nymphe Écho qui répètent son nom, tatoué en rouge. C'est l'ombre des lits niçois. Voici une autre chambre, dite de l'initiation des Bacchantes. Deux jeunes femmes sont initiées par les Bacchantes. Nous reculons jusque dans le jardin. En face, Dionysos dort après avoir bu. Il arrive souvent que l'acte de tatouer mène à l'acte de peindre. En 1951, la villa étant tatouée, j'ai commencé à peindre. Je cache mes peintures, les armoires sont pleines de tableaux, mais la caméra est l'œil le plus indiscret du monde. Ce tableau représente le mythe d'Ulysse et des sirènes. Attaché au mât, Ulysse a bouché ses oreilles avec de la cire. Les sirènes bondissent et chantent sans comprendre leur échec. Une d'elles arrive de loin à toute vitesse. Un marin attaché a enfoncé son bonnet sur ses oreilles. Encore un tableau qui se cache. C'est le mythe de Phèdre et des nonnes. Phèdre souffre. Je change de prise. Je passe sur son visage qui exprime l'indifférence autant qu'il fait. Imprudence de fumer pendant une prise de vue. Quand on ne sait plus où mettre les toiles, on les accroche aux arbres. Orphée attaqué par les Bacchantes. Tête d'Orphée mort. Voici la tentation du Christ sur la montagne.
la pomme. Satan est charmant, bien sûr. Il tâche de convaincre. Le Christ n'écoute que d'une oreille, l'autre est ailleurs. Voici des briques peintes. Et une petite toile, Jacob et l'ange se battent. Encore un Orphée, Orphée au feuillage. Voici un champ de blé sur une plate-bande. Voici Orphée Laurée au bord de la mer. Rien de plus commode que ces pantalons américains pour mettre les cigarettes. Il m'arrive de peindre, faute de place, dans un atelier en construction entre la villa et le phare. Je suis très fier quand les ouvriers s'intéressent à mon travail et laissent tomber le leur. Même fenêtre en sens inverse. Le temps va vite à l'écran si on le découpe. L'atelier est construit. Avec Francine Vesveler, je le visite. S'il entrait dans ma nature d'être jaloux, je le serais des toiles d'Édouard d'Hermite. Exemple de perturbation des couleurs du contre-type. Ce tableau qui semble pâle et d'un seul vert est en réalité fait de verts très vifs et innombrables. C'est la seconde fois avec Jean Marais qu'un de mes acteurs m'étonne en se mettant à peindre. Il est curieux de voir comment de très jeunes peintres contredisent déjà l'école abstraite au milieu de laquelle ils ont été formés. À mon âge, on n'a plus le temps de prendre des vacances. Mes vacances, c'est le travail. Quand j'écris une pièce, j'écris une pièce. Quand je peins, je peins. Quand je dessine, je dessine.
J'écris, je peins, je dessine, seulement le travail ne m'empêche pas de naviguer quelquefois de port en port, entre Villefranche, son célèbre hôtel Welcome, entre Villefranche et l'admirable Porto Venere, avec ses bâtisses fantômes, ses rochers fantômes, son église fantôme, son fantôme de Lord Byron. Le travail ne m'empêche pas de monter quelquefois à cheval. Le travail ne m'empêche pas de monter même quelquefois à Lyon. Du reste, mon cheval et mon lion s'entendent à merveille. Le travail ne m'empêche pas de jouer quelquefois aux boules. Ce cordial remplace avantageusement les cigarettes dans les salles de montage où il nous est défendu de fumer. J'ai voulu essayer de faire des fleurs au cap. J'avais d'abord commencé par en peindre. J'ai vite renoncé à cette méthode.
présenter maintenant un chef-d'œuvre de l'artisanat français. Je ne parle pas de moi, de mon travail, mais de celui des ouvriers tisseurs de l'atelier Bourret à Aubusson. Je les surnomme des harpistes, car ils jouent sur des harpes de fil et modules. Matisse m'avait mis en garde contre l'absence de modulation qui provient des teintes plates de la tapisserie moderne. Ici, à 1 mètre, il m'est impossible de faire la différence entre la tapisserie d'Aubusson et les pastels frottés de l'original. La tapisserie de 3 mètres sur 3 mètres 50 représente Judith, après la mort de Holoferne. J'ai choisi exprès un sujet de prix de Rome. Judith a fait son coup. Elle n'est plus une femme. Elle est un sarcophage en marche, dépositaire de son histoire. Elle porte la tête de sa victime. Elle traverse au clair de lune les groupes des gardes endormis par sa servante. La servante, pareille à quelque insecte, est encore éclairée par la chambre où a eu lieu la décollation. Une des bizarreries du contre-type Kodachrome, c'est qu'au lieu d'une tapisserie éclairée par devant, on croit voir un vitrail éclairé par derrière. Et voilà Madame Besveller en train de peindre, comme de juste. Son portrait est d'Édouard Hermite. Je vous présente maintenant la maîtresse de maison en personne. Elle tenait à vous remercier de votre patience. Voilà le porte-chance de la villa. On le nomme le Seigneur. Comme à nous, qu'il vous porte chance. J'en profite pour remercier le docteur Ricou, vice-président du Ciné-Club de Nice, dont je suis le président d'honneur, et qui nous a beaucoup aidé dans notre tâche. Picasso, Matisse, Chagall, moi-même, sur cette côte où vivait Renoir, nous avons essayé de vaincre l'esprit de destruction qui domine l'époque. Nous avons orné des surfaces que les hommes rêvent de démolir. Peut-être que l'amour de notre travail les protégera contre les bombes.